Aujourd'hui, dans l'affaire sensible, l'amiante, un scandale français. Une décision de justice publiée par la presse le 27 juin dernier dit mot pour mot: le diagnostic d'une pathologie liée à l'amiante fait la preuve de l'intoxication, mais ne permet pas de dater l'exposition ni la contamination. Cette décision du parquet annonce donc la fin des investigations dans plusieurs enquêtes pénales en lien avec un dossier qui, depuis plus de 40 ans, empoisonne pourtant la France. Un chiffre d'abord. 100 000 cas de cancer déclarés d'ici 2025. Un chiffre qui place le scandale de l'amiante en tête des catastrophes sanitaires du pays. Cette fibre que l'on retrouve dans de nombreux bâtiments ou infrastructures publiques à travers le pays, mais aussi dans la plupart des objets de notre quotidien, tue. Mais il a fallu attendre de nombreuses années pour qu'elle soit interdite, puis retirée parfois des établissements. Alors, comment expliquer cette lenteur dans la décision alors que les risques étaient connus? Pourquoi la justice ne parvient-elle pas à avancer sur ce dossier? En tout cas, pas suffisamment. Ces questions soulèvent l'ampleur d'un scandale où se mêlent intérêt financier, responsabilité politique et catastrophe sanitaire. Une affaire qui révèle aussi en creux les conséquences graves lorsque l'impératif économique l'emporte sur la question sociale et sur la santé publique. En seconde partie d'émission, nous recevrons Jean-Paul Tessonnière, avocat qui défend depuis plusieurs années les victimes de l'amiante et avec qui nous reviendrons sur le volet judiciaire de cette affaire qui se poursuit aujourd'hui encore. Vous entendrez également le reportage d'Anaël Verzeau qui est allé à la rencontre d'une victime et qui a enquêté sur le lobby de l'amiante. Affaire sensible, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Simon Maisonneuve et réalisée par Fabrice Lègle. Fabrice Drouel, Affaire sensible, sur France Inter. Il suffit de lever la tête, l'amiante est apparente dans tous les couloirs du campus de Jussieu. Et ça fait 20 ans que ça dure. 20 ans que des personnels sont en contact avec elle et qu'elle les contamine. Aujourd'hui, on comptabilise les premiers malades. Si vous avez un radiateur électrique à accumulation, problème aussi. S'il est des années 80 ou avant, vous pouvez avoir du carton d'amiante. Avec le mouvement d'air, vous avez des dégagements de poussière. C'est dangereux. Tous les épidémiologistes le disent. On prévoit entre 100 et 150 000 morts dans les 15 ou 20 années qui vont venir. Moi, quand je me lève le matin, mon premier réflexe, c'est le petit déjeuner. Un grille-pain qui est neuf, nous l'avons acheté récemment. C'est du pur amiante, c'est bourré d'amiante, c'est dangereux, jetez. L'amiante, c'est cela, une fibre d'origine minérale, ininflammable, longtemps utilisée comme matériau d'isolation. Elle est aujourd'hui présente dans un nombre très important de bâtiments. Ici, l'université de Jussieu à Paris, où l'amiante est présente à tous les étages dans les faux plafonds. Autre chose, entre donc les fours, les appareils de cuisson et le reste de l'électroménager, on trouve souvent des parois, ce sont en fait des parois d'amiante. Au fur et à mesure, cesse d'élite, vous respirez des poussières d'amiante, c'est très dangereux. Au printemps 1995, à travers 2 articles, un nouveau scandale de santé publique éclate. Oui, nouveau, car il s'ajoute à une série d'affaires qui se succèdent depuis plusieurs années, comme celle du sang contaminé, la plus douloureuse, ou celle de la vache folle qui déclenche la panique. Et voilà qu'un chiffre tombe comme un coup près sur nos angoisses. Avec 3000 morts par an, 100 000 au total à l'horizon 2015-2020, la France serait en passe de connaître une véritable épidémie de cancer provoquée par un produit, l'amiante. Si cette affaire surgit au printemps 95, c'est parce qu'un an plus tôt, en juin 1994, 2 événements ont remis cette substance sur le devant de la scène. Du côté de Gérardmer, d'abord, dans les Vosges, où les veuves de plusieurs professeurs du lycée technique de la ville se réunissent et portent plainte. Car selon elles, c'est l'amiante présente dans les locaux où travaillait leur mari qui est bien à l'origine du décès de leur époux d'un cancer. Cette affaire est suivie en décembre 1994 d'une réunion de scientifiques qui reconnaît les problèmes posés par ce minéral. Il s'appuie notamment sur l'étude épidémiologique d'un confrère britannique dont les résultats sont effarants. Le chercheur découvre non seulement que le nombre de mésothéliome, un cancer de la plèvre, l'enveloppe des poumons dont le lien avec l'amiante a été prouvé il y a plusieurs années, est en forte augmentation, mais ce même scientifique établit également qu'une minorité de ces cas a pour cadre des usines de transformation d'amiante. Oui, une minorité, ça veut dire que le danger ne se limiterait pas au travail direct et en contact avec le produit, mais bien à sa présence au quotidien. Or, de l'amiante, on en trouve partout. Cette roche fibreuse, dont l'usage industriel date de la fin du 19e siècle, est réputée pour ses qualités extraordinaires.
Résistance aux chaleurs extrêmes, à la tension, aux agressions électriques, pouvoir absorbant. Il existe de l'amiante sous forme de ciment utilisé dans les bâtiments comme isolant thermique, mais aussi sous forme manufacturée. De l'amiante, il y en a dans les objets de tous les jours et dans les infrastructures qu'on fréquente, universités, hôpitaux, métros. Ainsi, au printemps 1995, la peur s'installe. Pourtant, à la différence du sang contaminé ou de la vache folle, l'amiante est un nom connu des Français et ses risques le sont aussi depuis de nombreuses années. D'ailleurs, on se rend compte que son usage est interdit dans plusieurs pays. Et pourtant, on compte toujours une dizaine d'usines en France spécialisées dans ce secteur. C'est là que le scandale de l'amiante en ce printemps 95 prend une ampleur inédite. Car en effet, comment expliquer qu'il ait fallu attendre de compter les morts par milliers pour agir contre ce produit si répandu alors qu'on savait? Et il suffit de revenir 20 ans en arrière pour constater que déjà l'amiante et ses risques s'étaient invités au cœur de l'actualité. Dans une civilisation qui se préoccupe d'améliorer le confort de notre vie quotidienne et de diminuer les risques d'accidents que nous fait courir le modernisme, le paradoxe est monnaie courante et c'est le cri d'alarme que lance le professeur Selikov de New York aujourd'hui à Paris. Attention, dit-il, un danger nous guette dont nous ne prenons pas conscience suffisamment. Ce danger s'appelle l'amiante, fauteur de cancers pratiquement inguérissables. L'amiante, direz-vous, en quoi cela nous concerne-t-il? Voilà un cheval de bataille de plus pour écologistes en mal de contestation et pourtant des accidents graves sont déjà enregistrés en France. Des cas de cancer sont signalés. À l'université, par exemple, de Jussieu, des cas ont été très précisément relevés. Et il faut bien le dire, il s'en trouve plus qu'on ne le croit généralement dans notre environnement. Jussieu 1974. En bas de la montagne Sainte-Geneviève, dans le 5e arrondissement de Paris, à quelques encablures de la Seine, s'érige fièrement la plus grande université d'Europe. Lancée en 1965 par le président de Gaulle, portée par André Malraux, cette fac est l'un des bâtiments les plus emblématiques de la politique des grands travaux gaullistes. Prévue initialement pour 20 000 étudiants, elle accueille quotidiennement en 1974 40 000 personnes, étudiants, chercheurs, personnel technique et administratif. Édouard Albert, l'architecte en charge de cet immense chantier, dessine un édifice constitué d'une trentaine de bars et d'une tour centrale. Pour protéger la moitié de cette méga construction métallique, il choisit une technique en vogue au milieu des années 60, le flocage à l'amiante. Neuf ans plus tard, en cette année 1974, des chercheurs du laboratoire de physiochimie instrumentale s'interrogent. Alors qu'ils travaillent sur des expériences, ils réalisent que la plupart de leurs tests sont pollués par de grandes quantités de poussière. Après étude, ils constatent qu'il s'agit d'amiante. La plupart de ces chercheurs suivent de près les publications scientifiques en cours. Ils savent donc les ravages que peut causer cette fibre. Cette année-là, sur le campus, la mobilisation est rapide, emmenée par Henri Pézra, toxicologue et enseignant de la faculté, soutenu par un collectif intersyndical, professeurs, étudiants. Ensemble, ils lancent des études pour évaluer le taux d'amiantage du bâtiment. Dans le même temps, à 400 km au sud de Paris, l'usine est silencieuse, les ateliers déserts, les machines paralysées depuis 20 mois. 20 mois d'occupation, c'est le plus long conflit de France. Depuis décembre 1974, dans cette manufacture d'amiante et d'isolant, le personnel se relaie pour occuper les locaux. À la fermeture de l'usine, ils étaient 271. Aujourd'hui, 140 d'entre eux n'ont toujours pas retrouvé d'emploi. L'usine est pourtant rentable, disent-ils, d'ailleurs les pouvoirs publics l'ont reconnu, et la production peut reprendre du jour au lendemain. Mais au fil des mois, tous leurs espoirs ont été déçus. Aujourd'hui, la reprise d'activité semble peu probable à Amisol. Mais ce que réclament au moins ces 140 chômeurs, c'est d'être reclassés. À Clermont-Ferrand, dans l'usine Amisol en 1974, on lutte. En décembre de cette année-là, la petite usine de filage et tissage d'amiante dépose le bilan. D'un jour à l'autre, les 271 employés, essentiellement des femmes, se retrouvent sans emploi. Pour s'opposer à cette décision, les ouvrières décident d'occuper l'usine. Le conflit s'installe dans la durée. Or, plus les mois filent, plus l'inquiétude grandit, car si ces employés ne vivent plus de leur travail, ils continuent d'en mourir. C'est d'abord un premier qui tombe malade, un autre qui meurt, puis 2, 3, 4, pratiquement tous d'un même mal. Le mésothéliome, un cancer foudroyant, une année de survie en moyenne.
En 1976, 2 ans après l'alerte de Jussieu et le début de l'occupation à Amisol, l'université et l'usine, les chercheurs et les ouvrières se rencontrent. Henri Pézra, le toxicologue de la faculté qui alerte les occupants d'entreprise sur les dangers qu'ils encourent à rester dans ce lieu qui peut les tuer à petit feu, joue les intermédiaires. Pour les anciens salariés, c'est d'abord la stupeur et l'incompréhension. Ils doivent abandonner ce pourquoi ils se battent depuis plus d'1 an, renoncer à ce travail qu'ils a fait vivre et sans lequel ils ne peuvent rien. Lentement, ouvriers et syndicats réorientent leur lutte. Désormais, ils veulent savoir, ils veulent comprendre et dénoncer les coupables. Le patron, les médecins de travail, les autorités publiques, qui savait, depuis quand, pourquoi n'a-t-on rien fait? Monsieur Marcel Lafouilleux, ça a duré combien de temps, cette façon de travailler? Eh bien, depuis plus de 30 ans, des camarades travaillent là, sans savoir, naturellement, le danger qui s'exposait. Alors quand est-ce que vous en êtes rendu compte? On s'est rendu compte les derniers temps, après la fermeture, là. Mais avant, ça n'allait pas très bien, la santé. Bien des camarades se plaignaient d'asbestose, de respiration, de tousser. Et jamais vous ne vous êtes rendu compte que l'amiante était un produit dangereux à manier? On ne pouvait pas y croire, on ne voulait pas y croire. Madame André Léonard, vous avez travaillé combien de temps dans cette usine? 30 ans. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier? Voltigeuse, je faisais tout, quoi. Aujourd'hui, la santé? Ben, ça va pas très bien. Pourquoi? J'ai toujours des étouffements et je suis toujours essoufflée. Je peux pas monter de poids lourd et je peux pas faire des longues marches car je suis très essoufflée et ça me fait mal au cœur. Ça fait combien de temps que vous souffrez d'asbestose? Ça fait à peu près 7 ans. Et étant toute seule, je suis obligée quand même de travailler. Aujourd'hui, vous êtes au chômage? Et aujourd'hui, je suis au chômage. Alors j'ai perdu mon mari, j'ai perdu la santé et j'ai perdu mon emploi. Et maintenant, je me demande ce que je vais devenir. Au fur et à mesure, l'alliance de Jussieu et d'Amisol accentue la pression sur le reste du territoire. De nombreux ouvriers et syndicats qui travaillent dans l'amiante, comme à Eternit ou Saint-Gobain, s'alarment. En 1977, le collectif intersyndical des universités publie un livre intitulé « Danger amiante ». Un ouvrage qui croise les témoignages des différents salariés de l'amiante à travers le pays et les risques encourus à Jussieu. Le gouvernement de Raymond Barre est obligé de réagir. En 1977, Jacques Barrot, le ministre de la Santé, fait voter 2 textes de loi qui interdisent le flocage à l'amiante dans les locaux d'habitation et tout flocage contenant plus de 1% d'amiante pour l'ensemble des bâtiments. Pour l'industrie de l'isolation, l'aventure de l'amiante est terminée. Mais ça n'en reste pas moins pour elle une victoire, genre à malheur, malheur est bon. Il se trouve en effet que le flocage ne représente que 10% de l'amiante utilisée. Les entreprises spécialisées se pressent donc de réorienter leur activité vers le déflocage. Dès le milieu des années 70, à travers l'alerte de Jussieu, devenu autant le symbole que le cœur de la lutte, l'affaire de l'amiante soulève ses enjeux. Questions sociales, santé publique, enjeux industriels et politiques, salariés ou citoyens usagers, jeunes et vieux. L'amiante concerne la société dans son ensemble. Avec ces questions sous-jacentes à l'origine du scandale, quels sont les risques réels ? Comment expliquer que le produit soit toujours et autant utilisé ? Et puis, que traduisent ces représentants économiques ou politiques qui continuent de défendre le produit ? Une chercheuse de Jussieu explique précisément les difficultés spécifiques de ce dossier. C'est difficile de faire des enquêtes. Il faut 20 ans pour qu'un cancer se déclare. Alors il faut remonter, retrouver les gens, ce qu'ils avaient fait 20 ans auparavant, etc. Alors il y a eu une première réglementation en Angleterre en 1930 qui visait surtout à éviter l'asbestose, puisque c'était ce qu'on connaissait à l'époque. Depuis, plusieurs réglementations ont vu le jour en Angleterre, aux États-Unis. Ce qui est réglementé, c'est ce qui se passe dans les usines d'amiante. C'est un seuil maximum tolérable d'amiante en suspension dans l'air. Pour le moment, il est de 2 fibres par centimètre cube aux États-Unis. Simplement, c'est une limitation dans les usines d'amiante. À l'extérieur, pour la pollution, peu de choses ont été faites. Le flocage, si, le flocage a été interdit aux États-Unis. Et en France, où en sommes-nous? En France, rien. En France, pas de réglementation, on floque à l'amiante, on utilise l'amiante. Alors oui, une commission s'est réunie, donnera des résultats bientôt. Enfin, elle s'est réunie très récemment, il y a 6 mois qu'elle existe. Mais pour le moment, aucune réglementation. L'asbestose est reconnue comme maladie professionnelle, c'est tout. Qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir une réglementation? Apparemment se battre fort. Et c'est justement sur ce temps nécessaire à l'enquête que les industriels du secteur vont s'appuyer.
Pour comprendre comment ils ont fait, il faut de nouveau revenir quelques années en arrière, du côté des entreprises, cette fois, pour cerner l'intense lobbying dont cette fibre mortelle a été et sera l'objet, notamment en France. Nous sommes à Londres, le 24 novembre 1971, quelques années avant le scandale de Jussieu. Dans un grand hôtel de la capitale anglaise, se réunissent ce jour-là les représentants de plusieurs grands groupes industriels de l'amiante. D'un côté les anglo-saxons, américains et britanniques, de l'autre leurs homologues européens. La raison de cette rencontre, les publications scientifiques, les articles de presse et les procès de plus en plus nombreux ces dernières années contre le produit qui constitue justement le cœur de leur activité et donc de leur chiffre d'affaires, l'amiante. Pendant des années, ils ont réussi à contenir les réglementations, à contrer les études négatives sur le produit. Mais en ce début d'année 70 et de décennie 70, les voilà accusés. Si cette roche fibreuse est utilisée de façon industrielle depuis la fin du XIXe siècle, c'est aussi dès cette époque que les premières inquiétudes naissent. En France, un rapport de 1906, réalisé par l'inspecteur du travail Denis Auribeau à Caen, notait la surmortalité ouvrière d'une usine textile utilisant de l'amiante. 30 ans plus tard, 2 Britanniques découvrent le mésothéliome ou cancer de la plèvre. En 1955, le docteur Doll, épidémiologiste anglais, établit le lien entre amiante et risque d'un cancer du poumon. Et là est bien le cœur de la question. 5 ans plus tard, le docteur Wagner publie une étude sur une mine en Afrique du Sud. Cette étude confirme que c'est bien l'amiante qui est à l'origine de ce cancer d'un type nouveau, le mésothéliome. 30 ans se sont écoulés entre la découverte de la maladie et son lien avec l'amiante. 30 ans, le temps qu'il fallait pour que se déclare le cancer chez les victimes. Face à ces découvertes successives, en octobre 1964, l'Académie des sciences de New York organise une conférence internationale sur les effets de l'amiante. Ses conclusions sont catastrophiques. Le mésothéliome se répand, oui, que ce soit chez les travailleurs du secteur, mais aussi chez leurs proches, les riverains des usines ou des mines. Aux États-Unis, la conférence provoque une réaction de la société civile. Alors, ce 24 novembre 1971, 7 ans après, les industriels anglo-saxons rencontrent leurs voisins européens que l'onde de choc n'a pas encore atteint pour les prévenir et établir un plan de bataille. Il tient en 2 points. Le premier, montrer les avantages de l'amiante et les risques encourus à l'interdire sur le plan économique et sur la sécurité, notamment contre les incendies. Le second consiste à contrer les travaux de recherche par le financement et l'organisation de comités scientifiques pro-amiante pour dénoncer les allégations de la presse et l'incertitude des résultats produits par les études. Et ce sont bien ces arguments-là qu'on retrouve à Jussieu en 1977, au moment où le scandale éclate. Retirer l'amiante de Jussieu signifie retirer la protection incendie des bâtiments. Or, je crois qu'on peut rappeler qu'il y a quelques années, l'absence d'amiante dans un CES, le CES Payron, a provoqué la mort de plusieurs personnes. Et l'amiante est certainement un matériau indispensable à la protection incendie. On sait cependant que l'amiante est cancérigène. Alors, il n'y a absolument aucune preuve du caractère cancérigène de l'amiante, et je crois que pour en faire le point, on doit se rapporter aux conclusions de la réunion qui a été tenue, du congrès qui a été tenu à Lyon par le CRIC et qui a établi de façon formelle, par la présence d'un très grand nombre de savants, le caractère non carcinogène de l'amiante au niveau de la population générale. Un intense lobbying qui, en France, arrivera à ses fins et même au-delà de ses espérances. Approche-toi petit, écoute-moi gamin. Je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En 2 temps 3 mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire. Et c'est pas rien de le dire.
quelques années, on aura bouffé la feuille. Et tes petits-enfants, ils n'auront plus qu'un œil. En plein milieu du front, ils te demanderont pourquoi toi t'en as deux, tu passeras pour un con. Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça. T'auras beau te défendre, leur expliquer tout bas. C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens. Mais y aura plus personne pour te laver les mains. Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais manger des fruits dans l'herbe, allongés dans les prés. Y avait des animaux partout dans la forêt. Au début du printemps, les oiseaux revenaient. Il faut que tu respires. Et ça c'est rien de le dire. Il faut que tu respires. 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 Alors qu'en 1973 s'ouvre une vague de procès sans précédent contre l'industrie de l'amiante de l'autre côté de l'Atlantique, la France n'est touchée que quelques années plus tard avec les affaires Jussieu et Amisol. Face à ce grand coup d'arrêt, le premier, les industriels français se font discrets pendant quelques années, puis ils décident d'appliquer les conclusions de la réunion londonienne. Il faut réagir, car à la fin des années 70, c'est du côté de Bruxelles et de la Commission européenne que vient le danger. En 1977, le Centre international de recherche sur le cancer classe l'amiante dans la liste des agents cancérigènes pour l'homme. 2 ans plus tard, une résolution européenne stipule qu'elle est dangereuse pour la santé humaine. Le risque d'une directive l'interdisant définitivement sur l'ensemble du marché européen s'accentue, les taux se resserrent. Face à la situation, le 21 janvier 1983, une fois la vague Jussieu passée, les industriels français du secteur fondent le comité permanent amiante. Financé par les entreprises, le CPA se compose, et c'est toute sa force, de représentants de ces mêmes entreprises, mais aussi de tous les syndicats, sauf Sud, qui décline l'invitation. Il y a aussi des chercheurs, des spécialistes et enfin, et surtout, des membres des différents ministères concernés par le sujet. Cette curieuse association donne au CPA une légitimité et un levier d'action exceptionnel, notamment sur le plan politique. Quant au sujet de l'amiante, écoutons l'un de ses représentants s'exprimer comme autant d'éléments de langage au service d'une substance qui tue mais qui rapporte. Nous ne travaillons plus en France au niveau de l'amiante dans le contexte polémique et en particulier à coup de, excusez-moi du terme, à coup de déclarations un peu caricaturales. Nous avons par contre une structure qui est beaucoup plus constructive et qui s'appelle le comité permanent amiante. Et ce comité permanent amiante est composé de scientifiques spécialisés sur la question, en particulier les professeurs Fournier, le professeur Valeron et le professeur Jean Bignon. Il est aussi composé des principaux ministères, environnement, travail, santé, industrie et consommation. Il est aussi composé de toutes les organisations syndicales des travailleurs et aussi de l'industrie. Le risque pour la population générale, des organismes internationaux se sont prononcés sur cette question. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le Centre international de recherche sur le cancer, la Communauté économique européenne, toutes ces organisations dont je ne peux pas mettre en cause l'objectivité, ont déclaré qu'il n'existait pas de risque pour la population générale et ont mis l'accent sur le fait que les risques associés étaient associés aux expositions anciennes dans l'industrie. Alors, de grâce, ne mélangeons pas tout, car le sujet est déjà assez difficile comme ça. Au cœur de cette stratégie, une notion, l'usage contrôlé. C'est autour de cet argument que le CPA base l'ensemble de son lobbying. Interdire l'amiante est impossible, en revanche, on peut en mesurer les risques par un usage maîtrisé et des mesures de protection appropriées. Avec cette idée d'usage contrôlé, le CPA élargit son champ d'action au-delà des frontières. Dans les pays européens, mais aussi au Canada, l'un des principaux pays producteurs d'amiante, pour leur venir en aide lorsqu'ils sont confrontés à des campagnes de presse hostiles, menacées par la justice ou par une interdiction politique. C'est une sorte de brigade de secours au service de ce que vous savez maintenant. Résultat de l'étrange collusion entre industrie, science et politique réunis au sein du CPA, la France, pendant 10 ans, devient en quelque sorte la patrie de l'amiante. Premier importateur d'Europe et 5e exportateur. Et il faut donc attendre 1995 pour que le scandale éclate de nouveau. Alors, comment les responsables politiques et les industriels vont-ils réagir, cette fois,
Pourquoi cet aveuglement des pouvoirs publics face aux industriels? Comment expliquer un silence qui aujourd'hui se compte en centaines de milliers de morts à venir? Évidemment, sous le feu des questions, en cette année 1995, la ministre de la Santé du gouvernement Juppé, Elisabeth Hubert, réagit. Aujourd'hui, on se rend compte que l'on a effectivement une situation qui tend, l'affaire de Montpellier le montre, mais d'autres endroits également semblent suspects et nous amène à prendre des décisions, oui, des décisions rapides qui consistent à prendre toute disposition nécessaire pour que dans tous les bâtiments qui sont connus, mais même suspects, d'avoir été construits au-delà des années 60-70, c'est à peu près entre 45 et 78, eh bien de prendre des dispositions pour que des mesures, des contrôles soient faits de ce nombre de particules en suspension dans l'air. Ce n'est pas un inventaire auquel nous voulons nous livrer, c'est effectivement sur des bâtiments qui sont connus ou suspects de d'ores et déjà faire des contrôles, de faire en sorte qu'il y ait obligation de ces contrôles. C'est-à-dire que si ces contrôles ne sont pas faits, il doit y avoir des sanctions qui soient prises parce qu'on ne badine pas avec la sécurité sanitaire, on ne badine pas avec des problèmes qui sont aussi importants. Je crois que ça ne serait pas concevable qu'on puisse effectivement être en retrait sur un problème de cette nature. Au moment où le scandale éclate, reportages et enquêtes se succèdent. Et l'on découvre le retard et l'incurie avec lesquels la France aborde le sujet de l'amiante depuis 10 ans. Absence de protection des travailleurs, méconnaissance des risques, responsabilité du CPA. Inévitablement, tous les regards se tournent vers ce comité permanent amiante. Le 25 septembre, ministères et syndicats retirent leurs représentants au sein du comité. Un retrait en forme d'aveu et également de désaveu. Cette fois, le CPA ne survivra pas au scandale. Il est dissous peu de temps après. D'autres scientifiques prennent le relais dans l'autre sens. D'abord, en avril 1996, des chercheurs du réseau France Cancer Incidence et Mortalité publient une étude montrant que le nombre de cas de mésothéliome a augmenté en France de 25% tous les 3 ans. Ils concluent leurs travaux par cet appel. La large dissémination de l'amiante dans la population générale et son pouvoir cancérigène aujourd'hui reconnu en font un problème de santé publique qui appelle des réponses de la part des pouvoirs publics. Et à partir de là, l'État commande un rapport qui fera date. Le rapport que le gouvernement a commandé à un groupe d'experts confirme ce que beaucoup dénoncent depuis des années. 1950 personnes mourront en 1996 à cause de l'amiante. Les scientifiques de l'INSERM sont formels. Toutes les fibres de ce matériau isolant sont cancérogènes. Jusqu'à présent, on pensait que seules les personnes travaillant à la fabrication de l'amiante ou qui le manipulaient étaient concernées, mais le rapport évoque aussi les expositions discontinues auxquelles ont été soumis des tôliers chaudronniers, des plombiers, des techniciens de laboratoire ou encore des ouvriers des chantiers navals. Après la publication de ce rapport, c'est du côté de Jussieu, de nouveau, que le regard se tourne. Pour 2 raisons. La première, c'est que depuis toutes ces années, c'est autour de cet établissement symbolique que s'est organisée la lutte. La seconde, c'est qu'il y a urgence. Jussieu est devenu une mine en plein cœur de Paris, une mine qui concerne la santé des étudiants, qui plus est. Alors, les pouvoirs publics financent des études préalables pour calculer le taux réel de l'amiantage du bâtiment. Ainsi, pièce après pièce, bureau après bureau, on traque, on compte, on relève le minéral mortel. Et au fur et à mesure, la note s'alourdit. C'est qu'il s'agit maintenant de désamianter des milliers de mètres carrés et de trouver une place à plus de 40 000 personnes. Un chantier colossal. Et de quoi créer une certaine inertie dans la décision. Face au blocage, le comité anti-amiante de l'établissement continue sa lutte. Selon lui, aucune mesure sérieuse ne voit le jour. Il faut agir maintenant, et vite. Des manifestations et des grèves sont organisées, ainsi que des rencontres avec François Bayrou, le ministre de l'Enseignement de l'époque. Finalement, c'est de l'Élysée que l'annonce est faite, le 14 juillet 1996. Alors, sur un sujet tout à fait différent, mais qui a fait évidemment et légitimement beaucoup parler de lui, qui est le dossier de l'amiante. Est-ce que vous considérez que dans cette affaire, qui frappe tout le monde, on peut par exemple imaginer que la rentrée prochaine se ferait à la faculté de Jussieu à Paris, qui est un des endroits qui passe pour le symbole des risques. Est-ce que c'est imaginable? Devant ces phénomènes nouveaux, l'amiante, la vache folle, il faut d'abord une méthode. La méthode, ça doit être, dès qu'un phénomène apparaît, de réagir immédiatement, et ceci dans une situation de transparence totale. Il faut que la communauté scientifique puisse se prononcer dans les meilleures conditions, les meilleurs délais, et dès qu'elle s'est prononcée, il faut que l'opinion publique en soit instantanément avertie. L'amiante, c'est ce qui s'est passé.
Le gouvernement a fait faire un rapport, ce rapport a été déposé, instantanément il a été rendu public, et des décisions ont été immédiatement prises. Naturellement, on ne va pas continuer à enseigner à Jussieu, parce qu'il y a un risque. Malgré l'intervention du président de la République, c'est toujours de Jussieu qu'une voix dissonante survient. Le 19 octobre 1996, Claude Allègre, géochimiste de renommée mondiale et directeur de l'Institut du Globe, installé dans la faculté, publie une tribune dans le journal Le Point intitulée « Amiante, où est le scandale ?» Sur 3 pages, il dénonce le rapport de l'INSERM et remet en cause les méthodes et les résultats obtenus par les chercheurs. Et il dit « Par un phénomène de psychose collective, on a transformé un problème de risque mineur en un problème de risque majeur. » Face à ces affirmations, Marcel Goldberg, qui a dirigé la rédaction du rapport, réagit. Alors ce rapport avait été accueilli avec enthousiasme, il a été salué par la commission parlementaire, donc qui s'occupe de l'amiante aujourd'hui, mais condamné par Claude Allègre, qui n'était pas ministre à l'époque, et qui le qualifie de mauvais rapport. Il y a une polémique là-dessus. Écoutez, je pense que M. Allègre a une opinion personnelle sur ce dossier-là. Bon, c'est bien entendu son droit, comme c'est celui de tout le monde. Je ne suis pas absolument certain qu'il ne sorte pas un petit peu de son domaine de compétences scientifiques personnelles lorsqu'il porte un jugement sur un travail qui fait appel à des disciplines scientifiques qui sont différentes de la sienne. Bref, de quoi je me mêle? Finalement, le 26 décembre 1996, un décret d'interdiction de l'amiante est publié au journal officiel. Toute utilisation est proscrite en France à partir du 1er janvier 1997. Quelques mois plus tard, à la faveur d'une dissolution, Alain Juppé est remplacé par Lionel Jospin. Le nouveau gouvernement socialiste doit gérer l'après-amiante. Martine Aubry, ministre du Travail, annonce une série de mesures. La retraite à 50 ans pour les anciens salariés atteints de maladies professionnelles liées à l'amiante. La réglementation sur la présence du minéral dans les bâtiments. La création du FIVA, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Enfin, elle supprime le délai de prescription. Une mesure décisive. Car dans l'affaire de l'amiante, après la publication des rapports, la dissolution du CPA et la reprise en main de l'État, s'ouvre un nouveau volet, judiciaire celui-là. Pour les victimes, vient alors le temps des responsabilités, des dédommagements, mais aussi du questionnement fondamental. Comment a-t-on pu laisser autant de salariés et de citoyens mourir à cause de l'amiante ? On voyait des gens mourir, il y avait des gens qui mouraient, mais le lien n'était jamais fait avec l'amiante. Bon, par exemple, il y avait le chef des Cardes qui s'appelait Monsieur Lagoutte, qui était un homme incroyablement gentil. Mais tout le monde a dit Lagoutte est mort. Il y en a qui disaient il paraît que c'est l'amiante. Tout le monde disait oh quand même, hein, il buvait. Tu te rappelles comme il buvait Lagoutte? Alors que il est mort, il avait peut-être, je sais pas, peut-être 45 ans, de façon très rapide. Et voilà, c'est la première fois que j'ai entendu associer peut-être à l'amiante. Et je pense que la direction devait s'employer justement à... C'est pas l'amiante, c'est pas le travail. Ils fument, ils boivent. Ils s'abîment la santé eux-mêmes. Allons, allons. C'est un alibi tellement magnifique. Tellement magnifique. S'ils n'avaient pas ça, qu'est-ce qu'ils pourraient dire ? I'm tired as fuck, oh I'm tired as fuck. Dry my eyes on the back of my sleeve and do my coat up. Oh I'm tired and stuck, oh I'm tired as fuck. Put down the phone, put on my gloves and wish me luck. Wish me luck. Bed and broken door, and I'm keeping to myself. Oh, I'm tired as hell. Oh, I'm tired as hell. Put down the phone, put on my shoes, and wish me well. Wish me well. Never had a prayer to swallow. I'll be
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le scandale de l'amiante. Notre invité, Jean-Paul Tessonnière, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat et vous défendez depuis plusieurs années les victimes de l'amiante. Nous reviendrons donc avec vous sur le volet judiciaire de cette affaire qui se poursuit aujourd'hui encore, bien sûr, et on l'a compris à l'écoute du récit. D'abord, comment avez-vous découvert, pris connaissance de ce scandale de l'amiante et qu'est-ce qui vous a motivé à prendre en charge ce dossier ? J'ai, lors des premières réunions de ce qui allait devenir l'Association nationale des victimes de l'amiante, en 1995, je crois, un certain nombre d'avocats ont été invités à participer à une réflexion sur la question des dangers de l'amiante, de l'indemnisation des victimes et éventuellement de la recherche des responsabilités. Et donc l'aventure a commencé de cette façon par une rencontre avec des représentants des associations, des représentants syndicaux, qui réfléchissaient, qui alertaient, je crois à l'époque d'ailleurs par le rapport Peto dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est un épidémiologiste britannique. C'est très intéressant d'ailleurs de voir que ce n'est pas en France qu'on a compris la gravité de la catastrophe de l'amiante en France. C'est en extrapolant par rapport à des chiffres d'importation d'amiante, en comparant la situation britannique et la situation française, qu'on s'est aperçu que ce chiffre absolument ahurissant a été annoncé, 100 000 morts entre 1995 et 2025, qui était programmé, donc une catastrophe qui n'a pas de commune mesure. Je compare souvent Hiroshima, c'est 120 000 morts. Là, on nous annonçait 100 000 morts, simplement c'était étalé sur 30 ans, et c'était donc une sorte d'Hiroshima silencieux et lent qui était annoncé. Et on s'est dit, mais s'il y a 100 000 morts à venir, sans doute y a-t-il des victimes à l'heure actuelle. Or, on ne trouvait pas les victimes. Les statistiques de la sécurité sociale ne démontraient pas l'existence de pathologies de l'amiante, en tout cas en quantité qui soit inquiétante. Et donc, on s'est aperçu donc que non seulement la catastrophe n'avait pas été anticipée, mais on était incapable de fournir un état des lieux de ce qui se passait à l'heure où l'annonce avait été faite de l'existence de ce risque considérable. Et donc, voilà, le travail a commencé comme ça, un travail entre encore une fois, un toxicologue, Henri Pézra, des spécialistes de santé au travail, des avocats, et on a commencé à travailler sur le sujet. Alors, il y a une question d'emblée qui arrive dans cette affaire, c'est celle du temps, le temps qui fait survenir, puis oublier, et puis le scandale revient à intervalles réguliers. Alors, on a beaucoup parlé des épisodes 77, 95. Pourquoi ce tempo qui est fait de pousser et d'arrêt, de plein et de déliés ? Oui, vous avez raison, c'est une des caractéristiques de le scandale apparaît et disparaît. Et on pourrait même anticiper par rapport à la période 1976, il y a la période 1906, avec le rapport de Denis Auribeau, qui signale, ce rapport est ahurissant, il est d'une lucidité absolue, et il dit voilà, une centaine d'ouvrières qui travaillent dans une filature de coton sont affectées dans une filature d'amiante, parce que l'amiante se file puisqu'on en fait du tissu et des vêtements. Et dans les 5 ans qui suivent, 50 meurent étouffés. À l'époque, c'est pas les cancers. Le cancer, c'est lorsqu'on est exposé à des doses qui ne sont pas massives. Mais l'exposition est telle, il n'y a aucun moyen de protection, que les gens meurent étouffés dans les 2-3 ans du début de leur exposition. Et donc là, le rapport Auribeau décrit le danger donc de l'exposition à l'amiante. Il décrit d'ailleurs les moyens permettant de s'en protéger. Il avance un certain nombre de dispositions qui sont contenues d'ailleurs dans les textes concernant la sécurité au travail de l'époque. Et puis, alors à l'époque, on est sans doute très sensible à la question de la santé des ouvriers parce que en 1906, on est en train de préparer la revanche. Enfin, la guerre de 1914-1918 éclatera plus tard, mais la revendication, l'Alsace et la Lorraine, etc. On est dans une ambiance dans laquelle ce qu'on appelle à l'époque les hygiénistes sont extrêmement préoccupés par la santé des ouvriers. Il faut que les gens qui vont porter les armes puissent le faire dans de bonnes conditions physiques. Et donc là, on va avoir une focalisation de cette ascension qui disparaîtra après la Première Guerre mondiale. Oui. Et donc on repartira dans cette espèce de silence et d'omerta qui ressortira donc en
76, dans les conditions que vous l'avez indiqué tout à l'heure. 74, c'est Amisol, puis 76, 77, c'est la préparation du décret de 1977, totalement insuffisant, mais dont on pense, ou en tout cas dont on veut nous faire penser qu'il va faire disparaître le danger, et en réalité, 20 ans plus tard, on s'apercevra que le danger n'a pas disparu, et le scandale éclate à nouveau. Alors donc il a fallu attendre beaucoup de temps avant qu'on interdise l'amiante. On l'a vu et on se pose toujours la question, même si on sait que le frein c'était les enjeux économiques, bien sûr, et les lobbies. Et on va y venir avec le reportage d'Anaël Verzeau. Bonjour Anaël. Bonjour. Donc vous avez enquêté sur le lobby comité permanent amiante, dont nous avons parlé dans le récit en détail. C'est ce comité qui a œuvré pour retarder cette interdiction de la substance. Mais avant de tout nous dire sur le lobby, on va écouter le témoignage d'un ancien ouvrier. Qui s'appelle Jean-Paul Mercier, vice-président de l'association départementale de défense des victimes de l'amiante de Seine-Saint-Denis. Et il a été mécanicien d'entretien pendant 34 ans à l'usine de plaque-au-plâtre de Vaujour. Il y est entré à 16 ans et en est sorti avec un cancer du poumon. Dont il garde aujourd'hui de lourdes séquelles. Je vous laisse reprendre votre soupe, ça va? Oui. Vous avez besoin, vous me disiez? De 12 heures d'oxygène par jour. 12 heures d'oxygène. Oui. 12 heures, 2 litres par minute. Et j'ai aussi un appareil d'oxygène d'effort. Normalement, dès que je marche un peu trop, je dois mettre de l'oxygène. Là, vous l'avez avec vous? Il est dans ma voiture, là. J'ai toujours dans ma voiture. Tant que je marche pas trop, ça va. Là j'ai juste monté les escaliers, ça va. Il y a 2 étages, oui. Ça va? On va doucement. On récupère, hein, ça va. 2 étages, c'est bien parce qu'il y a un arrêt au premier. Il y a des sièges, donc c'est vrai. Et c'est ça, quoi, mais bon. Ça fait combien de temps que vous êtes malade, Jean-Paul? Depuis 2001. J'ai eu un cancer bronchopulmonaire. J'ai été opéré. J'ai eu de la chance. Moi, j'étais juste blessé, hein, parce que je m'en suis sorti. Et j'ai un collègue dans la même période que moi qui a eu le même problème. Lui, il est décédé en 6 mois. Quand Jean-Paul Mercier est tombé malade, il était délégué CGT et membre du CHSCT de plaque-au-plâtre. Il est très critique à l'égard de son syndicat, la CGT, qui était membre, rappelons-le, du lobby de l'amiante. Et Jean-Paul, vous étiez syndiqué CGT? Oui. Et le problème, c'est que il y a eu beaucoup d'erreurs du syndicat à l'époque. Parce que le syndicat, à l'époque, c'était vous me donnez une augmentation et ça passe. Alors, c'est-à-dire? Ils combattaient plus sur tout ce qui était salaire. Mais tout ce qui était protection, c'était pas la priorité. La santé n'était pas la priorité. Voilà. Tant qu'il n'y avait pas de conflit par rapport à l'augmentation de salaire, le restant, ça passait. La CGT faisait partie du comité permanent amiante. Voilà, ils ont fait des erreurs. Et maintenant, nous, on le paye. Voilà. Et est-ce qu'après être tombé malade, vous avez interpellé la CGT en disant « Mais attendez, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été averti plus tôt ?» Non, moi même pas, parce que, vous savez, quand j'ai vu qu'après, de moins en moins on s'occupait de moi, ah oui, parce que moi, après, une fois que j'ai quitté la plaque-au-plâtre, la CGT s'est pas occupée. La CGT s'est pas occupée de vous? Oui. J'ai l'impression qu'une fois qu'on est sorti du marché, quoi, comme on dit, vous travaillez, tout ça, puis une fois que vous êtes sorti du marché, vous comptez plus, quoi. On est que des numéros. Et ce qui est très étonnant, on l'a dit, mais on le répète, c'est que ce lobby ait réussi à convaincre des syndicats, des fonctionnaires du ministère du Travail et même des scientifiques d'en faire partie. Mais c'était pas tout, ça marche dans les deux sens, l'influence de ce lobby, puisque les chercheurs indépendants comme Henri Pézra et Anité Boumoni subissent et ont subi des pressions du lobby. Anité Boumoni nous a apporté son témoignage par téléphone. J'ai subi des pressions, en fait, disons qu'ils ont essayé de m'intimider alors que je venais de terminer une grosse enquête sur les maladies professionnelles pour le ministère du Travail, qui a été publiée à la documentation française en 1991, avec un travail de 5 ans d'enquête. Et parmi les études de cas sur lesquelles nous avons travaillé, il y avait les mésothéliomes. Et juste après la sortie du livre, je reçois un appel du docteur Claude Raffaelli, qui était donc médecin du travail, membre du comité permanent amiante également. Il m'attaque directement en me disant « Vos résultats sont faux ». Ils affirmaient que les mésothéliomes étaient en train de décroître alors que les données INSERM disaient l'inverse.
en mettant en doute les études de cas précis, c'est-à-dire des malades atteints de mésothéliome, et en disant sûrement les médecins se sont trompés de diagnostic. Donc j'ai résisté évidemment en disant que j'étais sûre de l'ensemble de mes données. C'était des véritables monographies autour de cas de mésothéliome avérés. Et eux, en face, de leur côté, ils avaient quoi ? Rien. Une mise en doute gratuite de mes travaux. Et grâce à votre reportage, Anaëlle Verzeaux, nous allons maintenant entendre un témoignage rare, parce que c'est celui d'un repenti du lobby de l'amiante. Et il s'appelle Patrick Brochard, il est aujourd'hui professeur de médecine du travail et consultant au CHU de Bordeaux. Il a été membre du comité permanent amiante de 1986 à 1995. Et vous avez pu lui parler par téléphone. Vous êtes toujours persuadé aujourd'hui que les pouvoirs publics ont fait leur boulot ? Que vous et les pouvoirs publics, enfin tous ceux qui ont fait partie du CPA, ont eu raison de faire partie du CPA ? Très clairement non. Non, parce qu'on a du mal à imaginer comment des grands scientifiques comme vous et Jean Bignon ont pu se laisser prendre. Oui, l'élément qui me semble le plus aberrant aujourd'hui, c'était d'avoir confié le secrétariat de ce groupe de travail à un cabinet de consultation qui était directement payé par l'industrie à la demande de l'État. La position de l'État, tous les ministères qui étaient représentés, c'était pour nous la garantie que il y avait un contrôle derrière et que l'industrie faisait pas n'importe quoi. Bon. Alors j'ai lu que le comité permanent amiante s'était réuni 98 fois entre septembre 82 et septembre 95. Oui. Que le CPA finançait des voyages d'études. Alors, très clairement, oui. Je me rappelle être allé dans des réunions, dans des colloques sur l'amiante, et sur lesquels, effectivement, les membres du CPA étaient défrayés. Pour moi, c'était quasiment l'État qui nous demandait de participer à ces colloques. Hein. Voilà. Mais il y a d'autres chercheurs comme Henri Pézra qui, eux, ont effectué leurs recherches d'une manière indépendante. Absolument. Ce qui est sûr, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, une structure comme le CPA est complètement inconcevable. Et il faut dire que 8 anciens membres du CPA ont été mis en examen. Celle de Patrick Brochard, que vous venez d'entendre, en revanche, a été annulée. Bien, merci infiniment Anaëlle Verzeaux. Jean-Paul Tessonnière, notre invité. C'est un résumé saisissant de la problématique amiante en France, qu'on vient d'entendre. Et pourquoi je vous dis en France ? Parce que je me demande si la structure du CPA, c'est pas une spécificité française. Alors, c'est un modèle anglo-saxon. Hein. Vous avez justement cité la réunion de Londres en 1971, où les Britanniques disent, voilà, nous, on a été confrontés à une tentative de réglementation étroite de nos activités. Vous allez, vous, en France, en Allemagne, en Belgique, en Italie, être confrontés au même problème, vous devez suivre notre exemple et mettre en place une structure d'expertise qui permettra en quelque sorte de monopoliser le discours scientifique sur l'amiante. Et à partir de là, vous réussirez à adoucir les mesures qui seront... Et c'est exactement ce qui s'est passé. Oui, mais est-ce qu'en France, ça n'est pas allé plus loin que dans les autres pays, dans la mesure où il y avait notamment des syndicalistes, dans la mesure où l'État était également dedans? Est-ce que c'est allé plus loin, je veux dire? Oui, est-ce que c'est ça qui est spécifiquement français? Le CPA a été redoutablement efficace. Le Conseil d'État, à propos du dossier de l'amiante, a dit de façon très juste que le CPA avait anesthésié les pouvoirs publics. Mais on pourrait dire que le CPA a anesthésié les organisations syndicales, les pouvoirs publics. Je crois que dans la recherche des responsabilités, il ne faut pas non plus mettre tout le monde dans le même sac. Brochard souligne à quel point finalement il regrette aujourd'hui d'avoir marché dans cette combine qui lui était proposée, mais je pense qu'il y a la grande erreur, c'est que les questions de santé et de sécurité au travail, environnementale ou publique en général, relèvent des prérogatives régaliennes de l'État. Ce n'est pas le dialogue social qui règle les questions de sécurité. Ce n'est pas le dialogue social entre les organisations syndicales et les employeurs qui va fixer le nombre de victimes au-dessous duquel on ne descendra pas. Donc je crois que là encore, il y a une démission de l'État au départ. Et bien entendu, cette démission de l'État, bien le CPA qui se créait a immédiatement comblé le vide et avec des conséquences absolument dramatiques, bien entendu, pour les personnes qui travaillaient. Alors, vous n'êtes pas technicien, mais où en est-on du désamiantage en général? C'est devenu vraiment une règle maintenant? Est-ce que
le processus est arrivé à son terme ou avant son terme? On en est où? Et là, c'est un processus qui est loin d'être terminé et qui se déroule dans de mauvaises conditions à l'heure actuelle. Lorsque le désamiantage a commencé dans un certain nombre d'établissements dans lesquels l'amiante avait été repéré et exposé les personnels au danger, un contrôle est intervenu des services du ministère du Travail qui a révélé que pratiquement dans la moitié des cas, ou dans plus de la moitié des cas, les règles de sécurité n'étaient pas respectées à l'occasion du désamiantage. Et donc, on s'aperçoit que le scandale de l'amiante est récurrent. Vous avez à juste titre indiqué que les sociétés qui avaient floqué les immeubles à l'amiante sont spécialisés dans le déflocage. Rien ne se perd. Hein. Voilà, et donc on a doublé en quelque sorte la mise, mais on l'a doublé dans de mauvaises conditions, et les conditions de sécurité actuellement ne sont pas satisfaisantes. Si vous me permettez peut-être, mais la dimension pénale va être abordée. Là, j'allais venir. Où en est-on maintenant des indemnisations? Parce qu'il y a des victimes, il y a deux volets dans la dimension judiciaire. Il y a ce qu'on pourrait appeler la bataille de l'indemnisation des victimes, et puis la question de la recherche des responsabilités pénales. Sur la question de l'indemnisation des victimes, je vous l'ai dit, au départ, quand s'est créée l'Association nationale des victimes de l'amiante, on cherchait les victimes. On savait qu'elles existaient par milliers, par dizaines de milliers, on ne les trouvait pas. Et il a fallu donc, la première bataille qui a été menée par les associations, par les avocats et par les experts, ça a été la bataille de la visibilité. Comment rendre visible cette catastrophe qui était une catastrophe invisible? À partir du moment où et les médias ont joué un rôle important dans cette bataille de la visibilité, et les procès ont également été des moments de médiatisation et de prise de conscience, eh bien la jurisprudence a rapidement évolué. La jurisprudence en 1995 sur l'indemnisation des victimes, c'était de considérer qu'on devait se contenter d'un forfait au titre de l'indemnisation et qu'il n'y avait pas de faute de la part des employeurs susceptible d'entraîner une indemnisation décente des préjudices subis. La Cour de cassation a renversé sa jurisprudence en 2002. La première partie, donc la bataille de l'indemnisation des victimes, a été gagnée par un arrêt de principe du 28 février 2002 qui pose le principe d'une obligation de sécurité de résultat à la charge de l'employeur. Et à partir de là, tous les procès qui étaient jusque-là perdus ont été systématiquement gagnés. Ce sont des dizaines de milliers de victimes qui ont été indemnisées. Il reste la question du pénal. Alors très rapidement, parce qu'il nous reste 10 secondes. Pardon. Donc la question du pénal n'est pas réglée à l'heure actuelle. On attend des décisions dans la période à venir. Il y a le parquet considère aujourd'hui, après 22 ans d'enquête, qu'on n'aurait sans doute pas dû engager des procédures pénales parce qu'on est incapable de fixer la date exacte de la contamination, ce qui est contraire aux derniers rapports qui ont été déposés, notamment sous l'autorité du professeur Lasfargue, qui dit que l'exposition à la contamination et l'intoxication se situent à la même date, et donc il est tout à fait possible de juger ces affaires. Et la voie est ouverte et continue d'être ouverte pour les indemnisations. Donc, merci. Merci infiniment, Jean-Paul Tessonnier. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires sensibles aujourd'hui, le problème de l'amiante en France. Pardon, merci Amélie Fata qui était à la technique aujourd'hui. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires sensibles. Demain, nous évoquerons